avril sur le sujet. Je vais essayer de donner juste quelques éléments sur les choses en cours aussi, de manière un peu complémentaire à ce qui a été dit par la personne du Trésor ce matin. Bon, la titrisation, vous savez tous ce que c'est, convertir des actifs peu liquides en titres pour être négociés sur des marchés, dans un véhicule ad hoc qui chez nous, c'est un organisme de titrisation, soit un fonds commun de titrisation, soit une société de titrisation, et donc de transférer au moins partiellement le risque avec, on va le voir pour le financement de l'économie, c'est un sujet important puisque l'intérêt de la titrisation pour le cédant, c'est rechercher un financement ou transférer du risque, ou alors améliorer aussi sa structure de bilan, voire la partie ratio et fonds propres, notamment sur les titrisations qu'on appelle déconsolidantes. Alors, un petit schéma un peu global qui montre simplement deux choses. D'un côté, vous avez effectivement un transfert, quelque part, du risque d'un cédant, qui est souvent un établissement de crédit, contrôlé par la CPR, vers un organisme qui, en France en tout cas, puisqu'on va parler après aussi de la consultation européenne, mais est un OT, donc un organisme de titrisation qui est géré par une société de gestion et contrôlé par un dépositaire, et avec des investisseurs. Et là aussi, on retrouve du coup au niveau des investisseurs, parfois des assureurs, qui eux-mêmes sont contrôlés par la CPR, alors que la société de gestion et les dépositaires, comme vous savez tous, sont plutôt effectivement sous la supervision de l'AMF. Bon, et puis, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'acteurs dans ce genre de schéma, puisque vous avez aussi des serviceurs, recouvreurs, vous avez des arrangeurs, donc vous avez une multitude d'acteurs. Alors, quelques évolutions effectivement qui se sont produites. Assez curieusement, on a eu une directive qui s'appelle la directive AIFR, qui aurait été d'ailleurs très intéressante d'appliquer, mais il se trouve que un certain nombre, donc les fameux OT en France, que sont les organismes de titrisation, les FCT notamment, sont donc des FIA, des fonds d'investissement alternatifs, mais assez curieusement, comme vous le décrit ce slide, à part les FCT qui ont été décrits dans un décret dit anti-contournement, ils ne sont pas soumis à la directive AIFM. Alors c'est posé la question de savoir du coup ce qui s'appliquait. Alors il y a eu des petites évolutions dans le texte en octobre 2014 qu'on a tous saluées, qui permet quand même d'avoir un petit cadre, notamment sur le rôle aussi un peu général du dépositaire, qui est censé contrôler effectivement la société de gestion. Les sociétés de gestion elles-mêmes, de fonds d'investissement alternatifs en 2014, de FCT en 2014, ont dû effectivement du coup faire modifier leur agrément pour devenir des sociétés de gestion de FIA, mais sans appliquer la directive AIFR, ce qui est un peu curieux, mais c'est comme ça. Par contre, ça les a obligés aussi à rentrer dans le moule, aussi de l'ensemble des fonctions de contrôle, du RCCI, et notamment d'appliquer l'ensemble des normes qui sont applicables en France à toutes les sociétés de gestion, dont le fameux guide extrêmement intéressant de l'AMF d'août 2014 sur la gestion des risques, les fonctions de contrôle, etc. Donc c'est déjà une première évolution, je dirais, intéressante. Il reste néanmoins des questions en suspens, donc ça a été un petit peu évoqué. À la fois le Trésor et l'AMF travaillent en ce moment justement sur cette reprécision des textes aussi concernant la société de gestion et le dépositaire en matière de fonds communs de titrisation. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez un certain nombre de textes qui sont un petit peu obsolètes maintenant, comme par exemple la position AMF 2011-02, question-réponse, sur le rôle du dépositaire de fonds communs de titrisation, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des sujets qui restent entiers, parce que être une société de gestion ou un dépositaire de fonds dans lequel le sous-jacent ce sont des créances, c'est pas la même chose que quand vous n'avez que des titres. Donc il y a des éléments déjà existants qui heureusement permettent de travailler, et plutôt d'ailleurs avec un niveau, je dirais, de contrôle et de supervision assez bon par rapport à ce qui peut se trouver dans d'autres pays européens, mais nécessité, ce qui est en cours justement, de revoir un peu les choses, notamment sur le rôle du dépositaire de fonds communs de titrisation, dont le rôle d'ailleurs apparaît dans les règlements de ces fonds communs de titrisation, qui s'assure la régularité des décisions de la société de gestion, notamment effectivement des fameux critères d'éligibilité des actifs, qui assure la tenue de compte conservation des titres financiers et la tenue de position des créances qui est définie dans cette fameuse position AMF 2011-02 également. Donc, modification en cours, et j'espère qu'on aura des projets de texte assez rapidement. Autre élément intéressant sur la titrisation,
Pour ceux qui sont dans le domaine bancaire ou supervisés en tout cas par la CPR et qui doivent appliquer l'arrêté du 3 novembre qui a modifié le 9702, le risque de titrisation est un nouveau risque qui a émergé dans le texte. Alors nouveau, pas forcément, mais en tout cas codifié dans le texte, ce qui n'était pas auparavant, parmi 6 autres risques. Et la définition est assez large, ce qui est assez intéressant, puisque ce risque de titrisation se définit comme le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles l'entreprise assujettie intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes. Donc vous voyez que c'est très large. Quand vous êtes dans une opération, vous avez effectivement finalement été à l'origination, l'octroi du crédit et que vous avez transféré des créances vers un fonds. Et si ça se passe mal, et que vous avez aussi un risque de réputation, en plus du risque que vous pouvez avoir éventuellement parce que vous avez eu une rétention de 5% d'intérêt économique, on y reviendra sur le sujet, eh bien, vous devez en fait évaluer vos risques, quel que soit l'endroit de la chaîne où vous vous trouvez par rapport effectivement à ce risque de titrisation. Et c'est applicable aux sociétés donc, de financement comme aux établissements de crédit qui pourraient être amenés justement à titriser des actifs. On cite aussi évidemment les décrets de 2014, celui modifiant les règles d'investissement des entreprises d'assurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles, dans les fonds de prêt à l'économie, comme vous le savez certainement, dans le cadre effectivement de permettre un meilleur investissement dans ces fonds, notamment les fonds de prêt à l'économie qui ont la particularité de ne pas être tranchés et qui ont d'autres contraintes également. Ça permet non seulement aux assurances, mais aussi avec ce texte qui est sorti plus tard, aux institutions de prévoyance mutuelle, de pouvoir avoir une partie donc, des engagements passifs de ces structures investis dans ces fonds de prêt à l'économie qui sont donc des FCT non tranchés, sachant que dans ce cas-là, et en tout cas c'est le cadre de cet arrêté du 9 décembre 2013 applicable aux sociétés d'assurance que je rappelle là, dans ce cadre, les sociétés d'assurance doivent avoir finalement des conditions d'octroi de suivi des risques qui sont assez proches de ce qu'on trouve pour les banques ou les sociétés de financement dans le cadre de l'arrêté du 3 novembre, c'est-à-dire disposer d'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts, une procédure de sélection des risques de crédit avec constitution de dossier, analyse produite par un responsable indépendant de l'opérationnel, appréciation du risque qui doit effectivement tenir compte de la situation financière de l'emprunteur, appréciation de l'analyse de l'environnement des entreprises, système de suivi des risques, garantie pour lequel il faut s'assurer de la possibilité effective de leur mise en œuvre. Là, c'est même plus précis que ce qu'on trouve dans l'arrêté du 3 novembre. Et lorsque la société d'assurance a confié à la société de gestion le soin de gérer ses prêts, elle doit également s'assurer de la conformité du mandat à sa politique d'investissement. Donc il y a quand même des normes qui sont quand même assez proches finalement, côté investisseur, de celles qu'on trouve effectivement au niveau de la banque. Alors, je terminerai sur justement quelques éléments sur la consultation de la commission. Donc ça a été rappelé par le Trésor en termes de contexte. L'idée c'est effectivement de se dire si on veut pouvoir financer l'économie, c'est un bon outil. Par contre, il faut qu'elle soit effectivement STS, c'est-à-dire simple, transparente et standardisée, mais standardisée avec cette notion plutôt de comparable. En gros, l'investisseur doit savoir comparer aussi, d'où la notion de standardisation ou de comparabilité. Donc cette initiative suit aussi un certain nombre de groupes de travail, comité de Bâle, OCV, etc. Et puis, d'autres initiatives ont été prises, qui ont été effectivement rappelées, c'est-à-dire qu'effectivement on parle aussi de titrisation et de la manière dont on va calculer le risque quand on est investisseur, notamment dans les textes sur la solvabilité, que ce soit des banques ou des assurances. Donc la commission effectivement a sorti ce projet en février. Les réponses d'ailleurs nombreuses ne font pas l'objet dans ces slides d'une synthèse exhaustive. J'ai pris quelques éléments aussi de réponse, mais en revanche vous les trouvez tous sur le site de la commission. Vous pouvez même trouver la réponse de Regulation Partners. Il y a dans le cadre de la commission effectivement, donc, et dans le cadre de ce texte de la commission, un certain nombre de questions qui ont été posées. Et avant cela, d'ailleurs, ce cadre reprend en fait une approche un peu modulaire qui, au-delà justement des critères qui sont ceux d'être simple, transparente et comparable, standardized et comparable, c'est d'avoir aussi des additional risk factors, parce que l'idée c'est d'avoir
des facteurs de comparabilité qui permettent après quand même d'évaluer le risque, parce que c'est quand même le but, y compris du sous-jacent. Donc les critères là, de simplicité, transparence, standardisation et les critères de risque additionnel ont été rappelés dans ce slide. Alors, quelques points, peut-être focus. D'abord sur la rétention des risques de titrisation. Comme vous le savez, quand vous êtes en face d'un fonds commun de titrisation tranché, vous devez normalement, en tout cas l'originateur, la banque par exemple qui a originé le crédit, doit conserver 5% d'intérêt économique. Alors la question qui a été posée, d'ailleurs, elle est sur aussi la vérification, parce que quand on lisait les textes, par exemple, de la LFR, on se rendait compte que c'était plutôt l'investisseur qui devait s'assurer que cette rétention avait bien été faite par l'originateur, ce qui est assez curieux. Donc il y a certaines réponses, comme celle que j'ai citée de Bank of England et European Central Bank, qui en gros dit c'est peut-être pas uniquement à l'investisseur de s'assurer, ce qui est effectivement peut-être un peu difficile, que la rétention est faite par l'originateur. L'autre sujet, l'introduction d'un mécanisme de surveillance pour s'assurer de la conformité des instruments de titrisation avec les critères. Là aussi, vous avez cette notion de label. Est-ce qu'il faut un label ou pas? Le vrai sujet là-dessus, c'est finalement, quand on a déjà un dispositif avec une société de gestion dépositaire, est-ce que ça ne fait pas un peu too much? Et puis surtout, est-ce que ça ne déresponsabilise pas, ce qui aussi fait partie de la réponse Bank of England, European Central Bank sur le sujet, les acteurs, un peu comme on a pu être déresponsabilisés en tant qu'investisseur en se reposant uniquement sur les agences de notation. Autre sujet, la création d'un marché européen de la titrisation harmonisé avec quelques éléments qui ont été pointés par la Commission, comme le fait qu'on a quand même des différences juridiques très fortes, notamment les faillites, etc. Mais il pourrait peut-être y avoir des éléments de standardisation, d'homogénéité plus grande dans les éléments propres à la titrisation, comme les triggers pour les priorités de paiement, ce type de choses. Évidemment, les problématiques de traitement prudentiel qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut relancer une titrisation, il faut pouvoir permettre aux investisseurs d'y aller. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être faire la différence aussi entre celle qui permet d'évaluer les risques et celle qui ne le permet pas, d'où la différence de traitement entre les titrisations STS et les autres, dans le cadre des fonds propres qui seront alloués pour les investisseurs aux investissements dans la titrisation. Et puis enfin, gros sujet quand même qui ressort de l'Union des marchés de capitaux, effectivement, et de manière générale des propositions de la Commission, c'est aussi comment rendre ça accessible pour la titrisation pour les PME. Et là, un des sujets, c'est l'information financière qui peut être donnée de manière plus accessible pour avoir, évidemment, côté investisseur, une information plus accessible sur ce type également de sous-jacent. Voilà un petit peu les sujets que je voulais partager avec vous ce matin sur les évolutions en matière de titrisation, qui est un sujet sur lequel il va encore y avoir, a priori, des évolutions fortes qu'il faudra suivre de près.